Bonjour à tous. Donc, nous allons reprendre le cours de la semaine dernière, cours qui était consacré, vous vous en souvenez probablement, au cas de la leucémie aiguë promyélocitaire. Donc une maladie dans laquelle un traitement non conventionnel d'acide rétinoïque est capable d'induire la différenciation des cellules leucémiques in vivo. Et donc, vous vous rappelez que nous avons étudié les différents points suivants. D'une part, montrer que la différenciation existe dans cette maladie, elle existe in vivo, mais elle n'est pas suffisante pour induire une réponse thérapeutique complète. Nous avons également discuté le rôle respectif de l'activation transcriptionnelle et de la dégradation de l'oncoprotéine PML-RAR par l'acide rétinoïque et par l'arsenic. Puis nous avons parlé des synergies thérapeutiques et en particulier montré que l'utilisation de modèles animaux et en particulier de modèles souris avait permis de montrer une très forte synergie entre les effets de l'acide rétinoïque et les effets de l'arsenic, alors que des expériences menées sur des lignées cellulaires, elles au contraire, avaient conclu un antagonisme pour la différenciation. Et donc nous avions discuté le rôle respectif de la transformation de la différenciation et de la perte d'autorenouvellement. Donc nous allons aujourd'hui conclure nos études sur ce modèle et les conclure, à vrai dire, dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui, sachant qu'elle sera peut-être différente dans 5 ans, et puis passer à l'étude d'une autre anomalie génétique dans des leucémies, qui sont les mutations de IDH1 et IDH2, et qui sont des maladies qui ont été étudiées de manière assez extensive dans ces 5 à 10 dernières années, et vous allez retrouver des parallélismes tout à fait frappants avec l'étude de la leucémie aiguë promyélocitaire. Donc, première question que nous allons discuter, au fond, c'est existe-t-il une identité entre les voies de transformation et les voies de rémission? Et au départ, bien sûr, l'utilisation de l'acide rétinoïque dans une maladie impliquant une anomalie structurale du récepteur à l'acide rétinoïque suggérait que les voies de transformation et les voies de régression étaient effectivement les mêmes. Et effectivement, cette diapositive vous rappelle que si l'anomalie que des translocations sont toujours à l'origine des leucémies aiguës promyélocitaires, que ces translocations impliquent toujours le gène du récepteur de l'acide rétinoïque alpha, RAR alpha, que ces translocations, pour la plupart de l'ordre de 98 ou 99%, impliquent le gène PML, mais qu'il y a toute une série de translocations variantes qui ont été rapportées dans la littérature, la plus fréquente étant celle impliquant le gène PLZF, pour former donc des fusions PLZF-RAR, et puis de manière plus anecdotique, on a décrit toute une série d'autres partenaires de translocation, dont des protéines comme NPM, qui sont bien connues pour être impliquées dans la pathogénie d'autres leucémies. Tout ça pour souligner, au fond, que les anomalies de structure de RAR-alpha sont absolument fondamentales à l'initiation, à la définition de cette maladie. Alors, parlons un petit peu maintenant du partenaire et du partenaire PML. Et ce partenaire PML est capable d'organiser dans des cellules normales ces domaines sous-nucléaires que vous voyez ici, représentés en microscopie par fluorescence, par immunofluorescence, ou que vous voyez ici représentés en microscopie électronique, avec ici un marquage par des grains d'or que vous voyez par ces petits points noirs. Et ce marquage alors montre que PML est capable de faire une coque et de séparer finalement à l'intérieur du noyau un extérieur d'un intérieur, et que cette protéine PML va former une barrière entre deux domaines. Nous verrons rapidement quel est le rôle de cette barrière. Et des expériences d'assez nombreux groupes ont permis de montrer que l'une des fonctions de PML est de recruter des protéines qu'on a appelées des protéines partenaires qui vont venir se concentrer à l'intérieur de cette cavité. Et il y a pas mal d'hypothèses et des travaux en cours, en particulier ici au collège avec Valérie Lallemand, pour comprendre quel est le véritable rôle de
de ce recrutement de ces partenaires. Mais ce qu'on a compris très vite, depuis une quinzaine d'années, c'est que cette protéine PML allait être extrêmement importante pour contrôler l'activité de la protéine P53, dont vous vous souvenez, à la lumière des cours des années précédentes, que c'est une protéine extrêmement importante dans les cancers d'une manière générale, et qu'elle est mutée dans la moitié des cancers, inactivée dans de nombreuses autres formes de cancer. Également, un rôle qui est moins bien compris, on verra au niveau mécanistique, avec le contrôle de l'activité E2F, dont on a parlé au premier cours, l'activité qui va contrôler le cycle cellulaire. Et ce double contrôle sur P53 et sur E2F va être responsable de l'induction de la sénescence. Et effectivement, à la fois PML est un marqueur très, très important de cellules sénescentes, et par ailleurs, dans de nombreux systèmes, PML est indispensable à l'induction de la sénescence, c'est-à-dire que si l'on prend un système dans lequel on va être capable d'induire la sénescence par soustraction d'oncogènes, par expression au contraire forcée d'oncogènes ou par d'autres méthodes, eh bien cette sénescence ne sera plus observée si l'on a inactivé d'une manière ou d'une autre la protéine PML. Alors que va faire dans ce contexte PML-RAR? Eh bien, notre équipe et d'autres ont montré que l'expression de PML-RAR allait avoir une conséquence extrêmement importante sur l'organisation de ces corps nucléaires. Et schématiquement, on va passer de ces quelques cellules, de ces quelques domaines sphériques par noyau, à une forme que nous avions baptisée microponctuée, dont vous voyez qu'elle est représentée ici de manière tout à fait caractéristique et qui correspond en fait à une désorganisation ou à une inhibition de l'organisation de ces corps nucléaires PML. Et cet aspect microponctué en immunofluorescence avec un anticorps anti-PML ou avec également des anticorps reconnaissant les protéines partenaires va être une signature qui peut être utilisée et qui est utilisée dans un certain nombre de pays dans le monde de manière diagnostique. C'est-à-dire qu'on peut réaliser cette expérience montrant la désorganisation des corps PML. Et lorsque l'on voit cette désorganisation des corps PML, on sait qu'il s'agit d'une leucémie aiguë promyélocytaire avec fusion de PML à RAR. Et donc, en particulier, que cette maladie va être sensible à l'acide rétinoïque et à l'arsenic, ce qui est évidemment extrêmement important d'un point de vue de la prise en charge clinique. Alors, au niveau fonctionnel, là encore, de nombreuses études ont montré que cette désorganisation des corps PML allait être responsable d'une abrogation partielle de l'activité de P53. On a une désactivation, en fait, de la signalisation P53. Et suivant les modèles, on va avoir une résistance à l'apoptose ou une résistance à la sénescence du fait de l'absence de la présence de PML-RAR. Et une découverte déjà ancienne, vous voyez, que nous avions faite chez des patients, c'est que ce passage, vous voyez, de cette forme absolument typique de désorganisation des corps PML dans des blastes leucémiques est réversible, en fait, au traitement, et aussi bien par le traitement à l'arsenic que par le traitement à l'acide rétinoïque. Donc cette cellule est encore une cellule blastique, c'est encore une cellule leucémique, elle est en voie de différenciation, mais vous voyez qu'elle a réorganisé déjà de manière tout à fait visible et caricaturale ces corps nucléaires PML. Et cette correction, en fait, de cette anomalie d'organisation du noyau est observée avant la différenciation terminale et avant la disparition de la maladie. Et ceci suggérait donc que peut-être que ces corps nucléaires PML allaient participer à la réponse thérapeutique. Et pour représenter ça de manière un peu plus schématique, on a donc ce passage de ces quelques corps creux à cet aspect de désorganisation des corps nucléaires PML sous l'effet de l'expression de PML-RAR. Et si l'on traite à l'acide rétinoïque ou à l'arsenic, dans toute une série de modèles, aussi bien dans des modèles de souris que chez des patients, que dans des modèles ex vivo, dans tous les cas de figure, on va reformer ces corps nucléaires
tout simplement du fait de la dégradation de cette protéine PML-RAR, puisque c'est PML-RAR qui est responsable de la perturbation de l'organisation. Évidemment, la dégradation de PML-RAR en réponse à l'acide rétinoïque ou à l'arsenic, dont nous avons parlé dans le cours précédent, va être responsable d'un retour à la normale. Et donc, il avait été proposé que cette organisation microdispersée allait être responsable d'un autorenouvellement spontané, alors que le retour à ces corps PML normaux va être associé à la sénescence et que cette sénescence pourrait être responsable de l'effet thérapeutique. Donc ça a été un modèle et il a fallu des travaux ensuite de modélisation chez la souris, travaux qui, comme tous les travaux souris, ont été longs et difficiles, mais qui ont permis de montrer sans aucun équivoque, et je vais juste montrer quelques éléments de ceci, que ce complexe PML-RAR lié à RXR, lié à l'ADN, recrutant des corépresseurs de la transcription, va être responsable de l'extinction d'un certain nombre de gènes de différenciation, du fait de ses capacités à se conduire comme un répresseur de la transcription. Il est également responsable de la désorganisation de ces corps nucléaires PML, comme je viens de vous l'indiquer. Et en réponse à l'acide rétinoïque, eh bien, on va avoir réactivation transcriptionnelle, induction de la différenciation, dont on sait qu'elle se produit, mais qu'elle n'est pas suffisante pour induire l'élimination de la maladie. Et ce que cette modélisation chez la souris a montré, c'est que la dégradation de PML-RAR va permettre la reformation de ces corps PML in vivo chez la souris et l'activation de P53, et que aussi bien la reformation des corps nucléaires in vivo que l'activation de P53 sont absolument indispensables pour la perte de l'autorenouvellement. Et donc, on voit bien qu'il y a dans ce modèle, de manière très élégante, deux branches complémentaires. La branche finalement connue depuis 30 ans, qui est la branche de différenciation, qui n'est pas suffisante pour éliminer la maladie, et puis une deuxième voie, finalement, dont l'implication avait été proposée, mais au fond, personne n'y avait jamais vraiment cru, jusqu'à ce que les modélisations chez l'animal montrent qu'elle est absolument indispensable. Elle est absolument indispensable parce que génétiquement, on peut arriver à faire des leucémies sans PML ou sans P53, et que si l'on enlève les allèles normaux de PML ou les allèles normaux de P53, eh bien, on n'a plus d'effet du tout sur l'autorenouvellement. On va garder simplement la différenciation, mais on n'aura pas d'effet antitumoraux prolongés. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir activer P53 par les corps PML? Eh bien, c'est une question qui est encore largement ouverte. La littérature est pleine de propositions, mais aucune de ces propositions n'a vraiment été validée de manière indiscutable in vivo. Ce que l'on sait, c'est que ces corps nucléaires PML, que vous voyez représentés ici comme cette coque rouge, eh bien, cette coque rouge va séparer le noyau, l'extérieur du nucléoplasme de l'intérieur de ce domaine, et qu'à l'intérieur de ce domaine, la protéine P53 va être recrutée de manière transitoire. Et la plupart des protéines connues pour modifier et pour activer la fonction de P53, alors on ne va pas toutes les citer, elles y sont toutes, mais la plus célèbre, c'est bien sûr MDM2, mais des protéines aussi comme ARF, IPK2, DAX, et tous ces partenaires qui vont, à travers l'induction de modifications post-traductionnelles spécifiques, moduler la fonction de P53, vont toutes se concentrer ici. Et la proposition que nous avons faite et sur laquelle nous travaillons de manière très énergique, c'est qu'au fond, ces domaines seraient des espèces de chambres catalytiques dans lesquelles toutes ces protéines qui sont présentes à des concentrations extrêmement faibles dans le noyau vont être concentrées de manière à pouvoir permettre ces modifications efficaces de P53, les modifications d'acétylation, de phosphorylation, de sumoylation et autres, et que donc une fois que
P53 est modifié, eh bien, il va sortir de cette cavité, il va pouvoir aller sur la chromatine et agir, exercer son activité transcriptionnelle sur ces gènes cibles. Et effectivement, dans des travaux récemment publiés par l'équipe, nous avons pu montrer que la formation de ces corps nucléaires PML est induite par le stress oxydant, comme celui qui peut être induit par l'arsenic, et que effectivement, chez des souris normales, eh bien, l'absence de PML va profondément perturber la réponse au stress oxydant, puisque dans ce cas-là, puisqu'il n'y a plus de plus possibilité de créer cette coque PML, eh bien, l'activation de P53, en réponse à de nombreuses formes de stress, et en particulier au stress impliquant du stress oxydant, des changements des espèces réactives de l'oxygène dans la cellule, eh bien, l'activation de P53 se fait beaucoup moins bien. Elle est, suivant les gènes, absente ou retardée, et donc il y a un phénotype extrêmement clair dans les tissus normaux. Alors, juste petite diapo d'illustration pour vous convaincre de ceci dans le cadre de la leucémie aiguë promyélocitaire. Eh bien, donc, si l'on fait des leucémies normales, donc avec les deux allèles de PML maintenus et que l'on traite à l'acide rétinoïque, vous voyez qu'on va avoir une stabilisation de P53 et une activation de ces gènes cibles. Inversement, si maintenant on va traiter à l'arsenic, l'arsenic en présence de PML va induire une magnifique réponse P53 avec une stabilisation très forte de la protéine, activation des gènes cibles. Donc on met en route cette machinerie pro-apoptotique et pro-sénescente, et cette mise en route est totalement dépendante de la présence de PML, parce que lorsqu'on n'a pas de PML, eh bien, il n'y a plus d'activation du tout, ce qui bien sûr corrèle avec le fait qu'on va avoir, on n'aura pas d'effet sur l'activité clonogénique. Et une expérience que nous avions publiée, donc quand nous avons exploré ces différents modèles animaux, est la suivante. Si on prend une souris atteinte de leucémie, qu'on la traite ici à l'acide rétinoïque, on va ensuite récupérer les cellules leucémiques à l'intérieur de la cavité osseuse et réinjecter ces cellules traitées à des souris vierges pour savoir au fond quel est le pouvoir leucémogène de ces moelles après traitement. Eh bien, vous voyez qu'en présence de P53, on va pouvoir accélérer, activer cette cascade PML-P53, et ceci va conduire à une très forte diminution de l'activité clonogénique de ces cellules leucémiques. Donc on aura beaucoup moins de cellules capables d'initier la leucémie et donc de tuer ces souris. Et quand on se place maintenant dans un fond P53-, fond P53-, dans lequel on va avoir une différenciation quasi normale, vous voyez qu'il n'y a plus aucun effet du traitement sur le pouvoir clonogénique, ce qui signifie donc que l'on n'a pas altéré la nature profonde de ces cellules leucémiques, et elles vont toujours être capables finalement de faire repartir la maladie, ce qui évidemment va signer l'échelle thérapeutique. Et donc, pour finir notre vue actuelle sur cette maladie, j'ai mis un paragraphe disant passer d'une vue PML-RAR centrée à une vue PML centrée. Bien, pourquoi ? Pendant longtemps, comme je vous l'ai expliqué, on a considéré à l'époque des modèles fondés sur la transcription que la chose critique était au fond de transformer ce complexe répresseur PML-RAR en un complexe activateur PML-RAR qui allait relancer la différenciation. Mais là, je viens de vous expliquer, et j'espère de vous convaincre, que la dégradation de PML-RAR était capable d'activer cette voie PML-P53 dépendante, donc dans laquelle la dégradation protéolytique de PML-RAR par l'acide rétinoïque ou par l'arsenic allait permettre la reformation de ces corps PML, l'activation de P53 et la perte de l'autorenouvellement. Ce qui veut dire qu'on passe au fond d'un modèle strictement PML-RAR centrique, vous voyez, le modèle de réactivation transcriptionnelle, à un modèle dans lequel finalement l'effecteur final, celui qui guérit véritablement, c'est la reformation des corps PML, et c'est donc la protéine PML elle-même, suivie ensuite par P53 et probablement d'autres effecteurs. Et donc un élément important que nous n'avons pas encore discuté de manière extensive, c'est qu'en fait l'arsenic cible également la protéine PML normale, puisque des travaux de l'équipe et d'autres ont montré que cette séquence de création de cette couche externe qui en fait
correspond à une forme polymérisée de PML, entre autres polymérisée sous l'effet du stress oxydant, eh bien, ce passage de la forme diffuse à cette forme polymérisée qui crée la coque de ces corps nucléaires, eh bien, est induit de manière absolument drastique par l'arsenic. Donc la protéine PML, normale, encore une fois, est capable d'être ciblée de manière très efficace par l'arsenic. Et ceci, évidemment, éclaire d'un jour nouveau des expériences faites in vivo qui vous sont représentées ici. Donc ici, ce sont des cellules leucémiques de souris. Vous voyez donc dans des cellules, dans des souris non traitées, cet aspect micro-ponctué de PML correspondant au moins en partie avec PML-RAR, donc l'aspect qui, encore une fois, correspond à la signature de la nature leucémique de cette cellule. Si on traite à l'acide rétinoïque, eh bien, vous voyez qu'on a une désorganisation importante, diminution importante de la quantité de PML-RAR dans le noyau et qu'on commence à avoir extrêmement tôt, donc de manière en fait concomitante aux premières activations transcriptionnelles de gènes, reformation de ces corps nucléaires PML. Et si maintenant on a un traitement combiné, on va avoir une diminution encore plus forte de PML-RAR et une restauration presque complète de ces domaines intranucléaires, de ces corps nucléaires PML. Et donc, pendant longtemps, on a estimé que cette reformation des corps nucléaires PML correspondait en fait à la dégradation synergique de PML-RAR par l'arsenic et par l'acide rétinoïque, dont vous vous souvenez que les cibles moléculaires conduisant à la protéolyse étaient différentes, puisque l'acide rétinoïque cible la partie RAR, alors que l'arsenic, lui, cible la partie PML. Et donc, nous avions estimé que ceci traduisait principalement, voire uniquement, une dégradation plus rapide et plus forte de l'oncoprotéine qui expliquait la reformation de ces corps PML. Néanmoins, à la lumière de cette diapositive, de ce modèle, eh bien, puisque l'arsenic cible également la protéine PML normale, on peut imaginer qu'ici, on a finalement deux effets concomitants, à la fois une plus grande dégradation de la protéine PML-RAR et également un adressage de cette protéine PML normale vers les corps nucléaires en réponse à l'arsenic, donc par un effet de ciblage spécifique de la protéine PML normale par le médicament, par le trioxyde d'arsenic. Et la validité, disons, de cette proposition, en fait, a été établie par l'étude de patients qui sont des patients historiques qui n'avaient pas pu bénéficier en première ligne d'une combinaison d'acide rétinoïque et d'arsenic, donc de patients qui ont rechuté, qui ont été traités par de l'acide rétinoïque, par de la chimiothérapie, par de l'arsenic, qui ont rechuté un certain nombre de fois. Et donc on a pu montrer que chez ces patients, on allait trouver des mutations sur la partie PML de PML-RAR, mutations situées dans le voisinage immédiat d'une séquence de dicystéine qui correspond usuellement au site de liaison à l'arsenic. Effectivement, cette proposition a été validée à la fois par des expériences de fixation à l'arsenic et aussi, surtout chez les patients, par le fait qu'on va trouver des mutations, vous voyez, très fortement regroupées autour de ce site de liaison. Donc, mutations principalement sur PML-RAR, mais nous avons été les premiers et d'autres groupes ont suivi pour montrer qu'il existait également ce type de mutation sur l'allèle normal de PML chez ces patients, traduisant donc le modèle suivant, qui sera donc le dernier sur cette maladie, en disant qu'on a cette protéine PML-RAR responsable de la maladie, l'acide rétinoïque et l'arsenic qui vont pouvoir cibler chacune des deux parties constituantes de PML-RAR et induire sa dégradation par le protéasome, ceci donc libérant la reformation des corps PML normaux
présent, puisqu'il existe un allèle normal du gène chez ces patients, mais l'arsenic a également la propriété d'aller cibler la protéine PML normale, et en ciblant la protéine PML normale, il va amplifier encore la reformation des corps nucléaires, induire l'activation de P53, laquelle est responsable de la perte de l'autorenouvellement, au moins en partie par une réaction de sénescence qui va expliquer la guérison de cette maladie. Et donc ce modèle, qui pour l'instant est le dernier modèle sur lequel travaille mon équipe et d'autres, explique très bien l'extraordinaire pouvoir de guérison de cette association acide rétinoïque arsenic chez les patients. Il explique aussi la puissance de l'arsenic dans cette maladie, puisque vous vous souviendrez que dans le cours précédent, je vous ai dit qu'on arrivait à guérir 70% des patients avec de l'arsenic en monothérapie, donc tout seul, sans acide rétinoïque, sans chimiothérapie, ce qui est une observation tout à fait unique en cancérologie. Et on peut interpréter maintenant cette observation par le fait que l'arsenic est capable à la fois de cibler PML-RAR pour le dégrader et d'activer PML pour induire la reformation des corps, cette activation d'ailleurs étant ensuite suivie d'une dégradation de PML. Et pour prendre une image d'automobile, on peut imaginer que l'arsenic, c'est comme si on avait un pied qui à la fois lève l'accélérateur et appuie sur le frein par le même mouvement. On va à la fois arrêter le signal de prolifération oncogénique et induire un signal de sénescence par le même mécanisme en jouant à la fois sur PML-RAR et sur l'allèle normal de PML. Donc, les conclusions finalement d'ensemble sur cette maladie, c'est qu'on a deux effets finalement. Et ça a expliqué beaucoup d'incompréhension dans la littérature. On a deux effets qui sont d'une part le pouvoir différenciant, qui est l'effet historique, celui qui a conduit à cette conception de thérapeutique par différenciation, et également l'autorenouvellement, la perte de l'autorenouvellement. Et en fait, il s'agit de deux programmes qui sont mécanistiquement séparés. L'un dépend de la libération d'un certain nombre de promoteurs sur la chromatine en réponse soit à l'activation transcriptionnelle, soit à la dégradation de PML-RAR, et l'autre est la perte d'autorenouvellement par l'activation de cette cascade PML-P53 est absolument essentielle à la guérison, et ceci doit bien sûr vous rappeler ce qu'on a dit sur les deux phases des ES avec la perte, l'induction de la différenciation et la perte de la totipotence qui sont séparées au niveau du mécanisme et séparés au niveau de la phase du cycle cellulaire dans laquelle ils sont susceptibles d'être induits. Et donc, un des axes développés par l'équipe actuellement est d'essayer d'intégrer cette dualité dans d'autres maladies et de voir au fond si le miracle qui a été obtenu avec la combinaison acide rétinoïque arsenic qui a cette propriété d'activer les deux versants, d'activer le versant différenciation et le versant autorenouvellement, est-ce qu'on peut arriver à le transposer éventuellement de manière un peu plus complexe, éventuellement par des combinaisons thérapeutiques dans d'autres maladies. Alors pour les étudiants et les autres qui veulent en savoir plus, voilà quelques revues récentes sur la question dans lesquelles vous pourrez trouver tout ceci plus en détail et avec toutes les références bibliographiques. Alors, monsieur. Ce modèle dernier cri. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'association acide rétinoïque arsenic échoue in vitro? Alors, elle est in vitro, mais parce qu'in vitro, on a principalement regardé la différenciation. On n'a pas beaucoup de modèles d'autorenouvellement, ou les modèles d'autorenouvellement qu'on a sont extrêmement artificiels, avec beaucoup de facteurs de croissance, et c'est ça qui a expliqué effectivement ceci. Alors, on va se tourner maintenant vers d'autres protéines, et donc un autre grand modèle de différenciation, ça a été finalement, historiquement, l'inactivation d'oncoprotéines. Et cette inactivation d'autoprotéines, on va la voir à travers quelques exemples. Elle traduit bien sûr le fait que j'ai déjà souligné dans le premier cours, qu'il existe un couplage étroit entre prolifération et différenciation dans des tissus normaux,
qu'il existe des anomalies génétiques touchant soit la prolifération, soit la différenciation, et qui vont retentir d'un système sur l'autre, c'est-à-dire que si on a, comme on l'a souligné dans le premier cours, des anomalies du cycle cellulaire, on va avoir des conséquences sur la différenciation normale, et quand ces anomalies du cycle cellulaire sont induites par des événements oncogéniques, donc l'activité oncogénique sur le cycle va retentir sur la différenciation, et vice-versa, puisque l'anomalie de certains facteurs maîtres de différenciation va conduire à une prolifération accélérée de certains progéniteurs, comme on l'a vu avec l'inactivation de RUNX1 ou de CBP-alpha. Et on peut... voilà. Alors, maintenant, nous allons voir des exemples élégants datant de la fin des années 90, dans lesquels, dans des modèles souris, on a réussi à inactiver directement certains oncogènes ou certaines oncoprotéines, essentiellement par les modèles de manipulation génétique avec soit l'expression inductible de certaines oncoprotéines, soit avec des inactivations inductibles par des stratégies de shRNA. Et on va voir qu'on va avoir des effets majeurs sur la prolifération, bien sûr, mais aussi sur la différenciation, et même dans des situations de coopération oncogénique. C'est-à-dire, comme nous allons le voir, on a commencé d'abord avec des oncogènes uniques extrêmement puissants, on va voir d'exemples de MYC, et puis on a ensuite récemment étendu ces observations à des situations beaucoup plus complexes, avec des activations oncogéniques multiples, et dans lesquelles la restauration de la fonction l'abrogation de la fonction d'un oncogène va permettre d'induire la différenciation. Et pour finir, nous commencerons à voir certains exemples dans lesquels des thérapeutiques ciblées vont pouvoir mimer ces inactivations géniques, en particulier avec l'utilisation d'inhibiteurs d'enzymes. Et nous allons voir que l'inhibition de certaines de ces enzymes impliquées dans la transformation va avoir des effets majeurs sur la différenciation in vivo. Alors, le modèle historique, c'est cette oncoprotéine MYC dont on a déjà parlé plusieurs fois dans le cours, un gène extrêmement important, un gène du métabolisme qui en particulier va favoriser la synthèse des ribosomes et donc permettre la synthèse massive de protéines, qui est bien sûr un prérequis à la division cellulaire. Et donc, par des systèmes génétiques dont nous avons parlé dans un des cours précédents, où on peut contrôler l'expression de MYC par un antibiotique qui s'appelle la doxycycline, on peut, de manière réversible, induire l'expression de MYC. Et vous voyez que l'induction de cette expression de MYC, en quelques jours, va donner une prolifération énorme. Ici, l'induction de MYC se faisait dans le foie, et vous voyez qu'on passe d'un foie normal, ici, à un foie manifestement tumoral, beaucoup plus gros, boursouflé, mal organisé, avec même un lobe ici qui dépasse en dessous. Et au niveau microscopique, on va passer de belles images régulières des hépatocytes du foie à des images complètement anormales que vous pouvez voir ici. Et le résultat de tout ça, c'est que la souris va mourir en quelques jours. Au niveau, donc ça c'était bien connu. Ce qui était beaucoup moins connu, c'est cette partie-là, c'est-à-dire que si on part de cette situation avec ces foies énormes, ces proliférations totalement anormales, et que l'on supprime l'expression de MYC en jouant donc sur l'inducteur de l'expression de ce gène, eh bien on va revenir à une situation en apparence complètement normale, avec un foie relativement bien organisé, et surtout on va éviter la mort de ces animaux, ce qui est associé à l'induction de mort cellulaire qui peut être vue ici par une technique qu'on appelle le tunnel, qui va détecter l'apoptose. Donc on a une véritable capacité dans ce modèle, qui est un modèle qui n'est pas un modèle pharmacologique, qui est un modèle génétique. On va faire fabriquer des tonnes de MYC, on va induire une prolifération extrêmement violente, désorganisation morphologique complète de ce tissu, avec des images vraiment de transformation cancéreuse. Eh bien, on peut revenir en arrière assez vite, et en quelques jours, l'aspect histologique va redevenir normal. Alors, si on regarde un peu plus en détail,
eh bien, on va voir qu'il y a de l'apoptose, mais il y a essentiellement de la sénescence. Cette sénescence est détectée par une réaction immunohistochimique, détection de la bêta-galactosidase, qui donc apparaît ici en bleu. Et vous voyez que quand l'expression de MYC est activée, on va avoir désorganisation complète du tissu, qui prolifère rapidement, qui va tuer très vite la souris, mais si on l'arrête en quelques jours, eh bien, on a induction de sénescence, c'est-à-dire que ces cellules vont s'arrêter de proliférer et elles vont être détruites. On va voir comment. Alors, de manière remarquable, cette réaction est en fait différente de tissu à tissu. On a également fait des modèles d'induction de MYC non pas dans le foie, mais dans des lymphocytes, qui va conduire à des lymphomes. Et vous voyez que dans le cas des lymphocytes, l'extinction de MYC n'est pas associée à une très forte induction de la sénescence. Dans ce cas-là, il y en a un peu, mais c'est plutôt l'apoptose qui domine. Et ceci donc posait la question de savoir comment ces cellules sénescentes allaient être éliminées. Et il a été montré donc que le système immunitaire dans ces modèles joue un rôle absolument considérable, puisque si on est dans des souris normales, on a, ça c'est en gros une mesure de la charge tumorale, de la taille du foie et des cellules cancéreuses. Vous voyez qu'on va enlever MYC et en 10 jours, tout redevient normal, sauf si on s'est placé dans le contexte de souris immunodéficientes, impliquant donc que c'est en fait une réaction immunitaire qui va être à l'origine du nettoyage, si j'ose dire, de ces cellules sénescentes, et que ces cellules sénescentes vont être éliminées en fait par une combinaison de lymphocytes CD4 et CD8. Donc il y a un rôle dans le foie, un rôle absolument majeur du stroma dans l'élimination de ces cellules sénescentes, et ceci donc bien avant l'avènement de l'immunothérapie et du réveil de la réaction immunitaire contre la tumeur. C'est dès la fin des années 90, eh bien, il a été montré que dans ces modèles, certes très artificiels, on était capable d'avoir une violente réaction immunitaire contre ces cellules sénescentes, et que c'est cette réaction immunitaire qui, dans ce modèle-là, était responsable de l'effet anticancéreux. Bon, alors ce modèle était très élégant, il a permis à ses auteurs de publier toute une série de très très beaux papiers. C'est quand même un modèle extrêmement artificiel, puisqu'on a des variations de la quantité de MYC qui sont de l'ordre d'un facteur 10, alors qu'on sait que dans la vraie vie, déjà, varier le niveau de MYC de 20 à 30%, c'est déjà beaucoup. Donc ce modèle a été critiqué comme étant très artificiel. Et puis par ailleurs, c'est un modèle qui est monogénique. Vous voyez, c'est un modèle dans lequel on induit MYC et immédiatement le foie commence à proliférer, alors qu'on sait bien que les modèles usuels des cancers chez l'homme sont des modèles à plusieurs étapes, des modèles polygéniques dans lesquels on a coopération d'un certain nombre d'événements oncogéniques pour arriver à transformer une cellule normale en une cellule cancéreuse. Et donc, un papier extrêmement important a été publié il y a 3 ans, montrant au fond que dans un système beaucoup plus proche des systèmes humains, on pouvait avoir finalement la même dépendance stricte à l'oncogène, à condition que l'on prenne le premier oncogène de la cascade. Et ce modèle, c'est le cancer du côlon, qui vous est résumé ici. Donc on a une transition finalement très bien décrite au niveau morphologique et au niveau génétique entre l'épithélium normal avec ses cryptes coliques, la formation d'un adénome bénin de type précoce qui traduit en fait une prolifération anormale des cellules souches au sein d'une crypte, ou au sein de quelques cryptes, donc qui va peu désorganiser la muqueuse, des anomalies ensuite où ces adénomes sont plus importants, grossissent, deviennent tardifs, et puis on va passer directement au stade de cancer, puis de cancer métastatique. Et en fait, on sait que le tout premier événement va traduire une anomalie de la signalisation de la voie Wnt, qui est une voie essentielle de l'autorenouvellement des cellules souches, et en particulier des cellules souches coliques.
et qu'ensuite on va avoir de manière séquentielle et remarquablement ordonnée une activation soit de la voie du récepteur à l'EGF, soit de la voie KIRAS, anomalie de la voie de réponse au TGF-bêta dont on a parlé, et finalement perte de fonction de P53. Et donc, de manière très importante pour ce qu'on va dire aujourd'hui, l'initiation de la maladie est presque toujours assurée dans 80% de ses formes classiques par l'inactivation de la voie, par l'activation de la voie Wnt par la perte du gène APC. Donc, dans ce papier qui est de l'équipe de Scott Lowe qui est paru dans Cell il y a 4 ans, eh bien, ils vont en fait chercher à voir, d'une part, dans un modèle où on a simplement des changements d'APC, est-ce que ces changements d'APC et donc la prolifération des cellules souches résultant de l'activation de la voie Wnt va-t-elle être réversible ou pas? Et on va voir que la réponse c'est oui. Et ensuite, ils vont essayer de faire beaucoup plus fort, c'est-à-dire qu'ils vont aller jusqu'au bout de la cascade. Et en allant juste au bout de la cascade, en ajoutant soit des mutations de race, soit des inactivations de P53. Donc on va se retrouver en fait par ici. Et ils vont chercher à savoir si, par ici, est-ce qu'on peut revenir complètement en arrière, simplement en contrôlant la voie Wnt. Et au moins chez la souris, la réponse c'est oui. Donc voilà le résumé de leur travail. Au fond, est-ce qu'en manipulant dans un contexte où KIRAS et P53 ont été mutés en plus de l'inactivation de cette voie APC, est-ce qu'on va pouvoir revenir en arrière? Et donc la réponse, ça va être oui. Donc pour ça, ils utilisent encore une fois un système dépendant de la doxycycline qui va permettre d'activer ou d'inactiver à la demande et in vivo des shRNA conduisant à l'extinction de l'expression d'APC. Donc on va retrouver des choses qui sont finalement assez similaires à ce qu'on a vu pour MYC. Donc on inactive APC, on a ici marqué en vert la prolifération des cellules, et vous voyez que dans le contrôle, dans la situation normale, cette prolifération des cellules ne se fait qu'au fond de la crypte de la muqueuse épithéliale colique, ce qui correspond à la situation normale. Donc tous les points verts, les cellules en prolifération rapide, là, sont là au fond des cryptes. Et vous voyez que quand on inactive la voie APC, eh bien maintenant on a une prolifération massive, beaucoup plus de verts, beaucoup plus de points verts, et qu'en plus cette prolifération massive, elle sort maintenant du contexte des cryptes, et donc on va avoir au niveau du début des villosités une prolifération anarchique de ces cellules, ce qui est l'une des premières étapes de la cancérogénèse. Et vous voyez par ailleurs au niveau histologique que ce bel aspect ordonné des cryptes coliques qui caractérise la muqueuse normale va être perdu avec seulement 10 jours d'extinction de l'expression d'APC. Et donc, de manière tout à fait remarquable, l'une des cibles d'APC, une des cibles d'aval, c'est la protéine MYC. Et donc, vous voyez que quand on fait disparaître APC avec la doxycycline, vous voyez que c'est extrêmement rapide, l'extinction est presque totale déjà au bout de 2 jours, et elle va être poursuivie tout au long du traitement. Et bien, on va avoir une activation de l'expression de MYC, traduisant encore une fois le fait que cette protéine MYC est en aval de la désactivation d'APC. Donc jusque-là, et quand on regarde maintenant un certain nombre de gènes typiques d'un programme de cellules souches, et en particulier des cellules souches de la muqueuse colique, eh bien on va avoir très rapidement, après la désactivation d'APC, induction de tous ces gènes caractéristiques des cellules souches. Vous voyez qu'au bout de 4 jours, ils sont déjà tous au plafond. Bon. Alors maintenant, que se passe-t-il si on enlève la doxycycline, et donc on va faire revenir, vous voyez, au bout de 8 jours, on a eu un retour complet de l'expression d'APC. Eh bien, on a disparition de l'expression de MYC, ou retour à la normale de l'expression de MYC, et surtout, on a un retour à la normale de la muqueuse colique. Et donc, l'histologie nous dit que cette muqueuse qui s'était mise brutalement à proliférer va avoir retrouvé son aspect normal, et en particulier qu'à nouveau, on va avoir, comme dans le cas non traité, prolifération active uniquement au niveau des souches. Donc on a retrouvé finalement la physiologie normale
cette muqueuse. Donc, l'extinction d'APC va induire l'activation de la voie Wnt et la prolifération immédiate des cellules souches. L'activation de ce programme transcriptionnel est caractéristique des cellules souches et totalement réversible après la reprise de l'expression d'APC, et les changements morphologiques de la muqueuse sont compatibles avec ceci. Alors, maintenant, là, on avait juste regardé de la prolifération et de l'histologie. On n'avait pas été jusqu'au stade plus avancé de cette expérience, qui était de voir l'apparition des tumeurs. C'est ce qui vous est représenté ici. Et donc, cette fois-ci, au lieu de laisser pendant 10 jours l'absence d'APC, on va éliminer APC dans la muqueuse pendant 15 jours. Et vous voyez qu'au bout de 15 semaines, pardon, et au bout de 15 semaines, vous voyez apparaître maintenant de véritables tumeurs à l'intérieur de la muqueuse colique. Et de manière remarquable, au bout de ces 15 semaines, eh bien, on va pouvoir, en rétablissant l'activité APC dans cette muqueuse avec ces tumeurs, on va avoir une disparition des tumeurs. Et cette disparition des tumeurs, là encore, va se caractériser par la reformation d'une muqueuse normale. Et on va passer de cette muqueuse complètement désorganisée à une muqueuse normale après extinction pendant quelques semaines, restauration de l'activité de l'APC. Et on voit maintenant de nouveau ces tissus qui, à l'origine, vous voyez, avaient une histologie extrêmement inquiétante, complètement désorganisée, va être remplacé par une belle muqueuse bien organisée avec des marqueurs de différenciation au sommet. Et effectivement, la mort de ces souris du fait du développement de ces cancers coliques va être abrogée si l'on repasse à l'expression de APC. Donc on a finalement une situation beaucoup plus physiologique que le modèle précédent, mais dans laquelle on va avoir les mêmes conclusions qu'avec l'induction réversible de Mix, c'est-à-dire qu'on va avoir passage réversible d'un état cancéreux à un état normal avec des différenciations transitoires et redifférenciation ensuite dans la phase de disparition tumorale. Alors, il y a un équivalent en culture de ces phénomènes qui traduisent ce qu'on appelle des sphéroïdes. Donc, quand les cellules poussent en sphéroïdes, c'est qu'elles ont acquis un caractère transformé. Et quand elles vont pousser comme ceci en organoïdes, c'est qu'elles ont retrouvé leur état de différenciation. Et en retrouvant l'état de différenciation, elles vont se mettre à créer finalement l'équivalent de crypte dans ce modèle de culture en 3 dimensions. Et là encore, le passage de cet état de sphéroïde, donc qui caractérise la cellule tumorale, à l'état d'organoïde qui caractérise les cellules souches normales, se fait de manière réversible par l'expression ou la désactivation de cette protéine APC. Donc maintenant, on va passer aux données avec le modèle complexe, c'est-à-dire on va combiner finalement ce système réversible, dont vous avez vu qu'il était suffisant pour provoquer des tumeurs, avec d'autres oncogènes comme RAS ou P53, qui vont permettre une apparition beaucoup plus rapide des tumeurs. Et l'expérience clé qui a justifié la publication de ces travaux d'Ancel, c'est que ces tumeurs complexes, donc APC-, P53-, RAS muté, qui sont l'équivalent vraiment des tumeurs coliques humaines, eh bien, vont disparaître si on arrive à restaurer la fonction du gène APC. Donc voilà des données expérimentales. L'expression de RAS seule ne suffit pas à induire de tumeurs dans ce modèle. Par contre, si l'on combine l'extinction d'APC avec l'expression d'une forme mutée de RAS, on va avoir une transformation complète, vous voyez, désorganisation complète de ce tissu. Dans ce modèle, l'expression de RAS et de P53 ne suffit pas non plus à induire de transformation tumorale, mais si on met les 3 ensemble, donc extinction d'APC, mutation de RAS, inactivation de P53, on va avoir une tumeur totalement désorganisée et
est rapidement proliférante, et ceci vous donc traduit en survie ces phénomènes de coopération oncogénique. Vous voyez que si on a les trois inactivations, si on joue sur les trois voies à la fois, on va avoir développement mort extrêmement rapide de ces souris du fait du développement de ces tumeurs très agressives. Et bien donc voilà la manip clé de cette expérience. Donc on a une muqueuse extrêmement malade parce qu'elle a donc les trois oncogènes. Et si maintenant on ne restaure que la fonction de l'APC, donc on va restaurer la fonction du premier élément de la cascade, eh bien remettre la fonction d'APC, quand bien même on a encore RAS et P53, donc des oncogènes extrêmement violents, on va restaurer l'aspect normal de la muqueuse et on va retrouver une muqueuse bien différenciée, bien organisée, traduisant donc le fait que, encore une fois, expérience capitale dans ce modèle polygénique avec de multiples altérations, la restauration de la fonction du premier élément de la cascade suffit à retrouver, au moins transitoirement, une muqueuse normale et une absence de tumeur. Et on a le strict équivalent avec des sphéroïdes, avec vous voyez, des sphéroïdes poussant en culture de manière sphérique, signant encore une fois l'origine, les caractères transformés cancéreux de ces cellules. Si on restaure la fonction d'APC, malgré la présence ici de RAS, on va retrouver cette forme normale de différenciation en refaisant donc des organoïdes avec ces structures qui correspondent donc à l'équivalent des cryptes normales. Donc expérience extrêmement importante et puis expérience finalement porteuse d'espoir, parce qu'elle suggère que dans des maladies complexes comme le sont les maladies humaines, caractérisées par une combinaison d'un différent type d'éléments oncogéniques, arriver à restaurer la fonction d'une des voies pourrait suffire à induire une disparition au moins transitoire de cette tumeur. On va faire une pause de quelques minutes et donc ensuite on va regarder la situation d'une autre maladie qui sont les leucémies avec mutation IDH1, leucémies dans lesquelles des approches d'inhibition de l'activité enzymatique ont été couronnées de succès et ont donné dans ces dernières années des résultats cliniques tout à fait intéressants. Bon, donc l'étude de ces protéines IDH1 et IDH2 va nous amener en fait dans l'étude de la méthylation de l'ADN. Et cette méthylation de l'ADN constitue une des marques épigénétiques essentielles avec les modifications également des histones. Elle va conditionner un certain nombre de phénotypes, en particulier de phénotypes de différenciation, et également l'auto-renouvellement d'un certain nombre de progéniteurs. Et on va voir que dans le cas des cellules myéloïdes, donc des cellules qui vont donner naissance aux leucémies aiguës myéloïdes, elle est caractérisée par une cascade enzymatique qui est assez bien connue et qui a été récemment décryptée. Et dans cette cascade contrôlant la méthylation de l'ADN dans les cellules myéloïdes, eh bien, chacune de ces étapes, en fait, va pouvoir être altérée dans certaines formes de leucémie. Alors, cette méthylation se produit sur des résidus de cytosine. Vous les voyez ici, un résidu de méthyle en plus qui va apparaître donc à la surface de la molécule d'ADN. Et cette méthylation de l'ADN va contrôler de manière assez globale son accessibilité et donc le fait que des gènes porteurs de ces méthylations soient accessibles et activables ou pas. Alors cette méthylation va être contrôlée par des enzymes qu'on appelle des ADN méthyltransférases. Et ces ADN méthyltransférases, on en connaît plusieurs. Les plus intéressantes, probablement la plus intéressante, c'est les DNMT3A ou B, qui vont être impliqués dans la méthylation de novo, donc qui vont être capables, en réponse à des signaux que l'on va voir, d'induire la méthylation sur une paire de CG.
donc de manière régulée et de novo, qu'il faut distinguer de la méthylation qu'on appelle de maintenance, qui est assurée par la DNA-méthyltransférase 1. Et cette méthyl-DNA-transférase 1 va avoir comme principale fonction de reproduire les patrons de méthylation après la réplication de l'ADN. Et donc, après la réplication de l'ADN, on va avoir le brin parental qui est toujours porteur de la méthylation d'origine. Et pour que cette marque soit complète, il faut que sous l'action de la DNA-méthyltransférase 1, on ait méthylation des deux brins, permettant de reproduire le patron de méthylation après réplication de ces gènes. Et on verra que cette DNA-méthyltransférase 1 est la cible d'un médicament anticancéreux bien connu. Alors, voilà un petit peu de biochimie. Sans entrer dans les détails, on va avoir la cytosine normale. Et la cytosine normale va pouvoir être méthylée. Vous voyez cette branche ici qui apparaît sur ce noyau sous l'action de la DNA-méthyltransférase de type A. Et on a ensuite un processus d'effacement de ces marques, parce que si on veut avoir induction de ces marques de méthylation, il faut également qu'il y ait effacement. Et cet effacement va être initié par un groupe de protéines qu'on appelle les protéines TET, et en particulier la protéine TET2, qui va donc initier l'hydroxylation de ce résidu. Et l'hydroxylation de ce résidu va ensuite conduire à toute une série de modifications qui vont à la fin éliminer cette marque de méthylation. Et donc, je vous ai dit qu'on était là au centre des processus de transformation dans les leucémies myéloïdes, puisqu'on sait qu'il y a un certain nombre de mutations de la DNA-méthyltransférase 3A qui sont associées au développement de ces maladies. On sait également qu'il y a des mutations de l'enzyme TET2, donc la première étape du processus d'effacement de ces marques qui sont mutées dans ces maladies. Et on connaît également, et ça va être le thème principal de la fin de ce cours, des mutations d'enzymes qui s'appellent IDH1 ou IDH2, qui sont des enzymes normales du métabolisme et qui, sous l'effet de la mutation, vont être en fait dévoyées et vont créer un réactif qui normalement n'existe pratiquement pas dans des cellules normales, qu'on appelle la 2-hydroxy le 2HG, pardon. Et ce 2HG est ce qu'on appelle un oncométabolite. Et donc, il va être capable de bloquer de manière compétitive l'action d'un certain nombre d'enzymes, et en particulier de TET2. Alors, le 2HG, donc vous le voyez, le 2-hydroxyglutarate, vous le voyez représenté ici. Donc, sans entrer dans les détails, on est là dans le métabolisme mitochondrial, dans la transformation de l'isocitrate en alpha-cétoglutarate. Et en présence de cette mutation, donc de ces enzymes IDH1 ou IDH2, on va créer un nouveau métabolite, le 2-hydroxyglutarate, qu'on appelle un oncométabolite. Pourquoi ? Parce qu'il est capable de bloquer des fonctions normales, et donc de bloquer les DNA déméthylases, c'est ce qu'on vient de voir, mais également de bloquer des histones déméthylases et d'autres enzymes comme les prolines hydroxylases. Et donc ceci va conduire à toute une série de modifications qui vont jouer un rôle central dans la transformation leucémique, mais pas seulement leucémique, également dans certaines tumeurs solides, puisqu'il a été démontré assez vite que ceci est responsable d'un phénotype qu'on connaissait dans certaines tumeurs du tissu cérébral, qu'on appelle le phénotype hyperméthylateur, donc de l'hyperméthylation, et ceci va être associé à une perte de la différenciation normale, comme on va le voir, et également l'interférence avec la déméthylation des histones va conduire également à des modifications profondes de l'expression génétique, puisque vous vous souvenez que cet équilibre entre méthylation et déméthylation des histones est assuré par des complexes d'activité opposés comme trithorax et polycombe, qui sont des complexes extrêmement importants dans la transformation cancéreuse dans de très nombreux tissus. Donc, on a, vous voyez, toute une série de partenaires qui sont déjà importants. On a parlé donc IDH1 ou IDH2, des mutations de cette enzyme TET2,
Et le dernier élément de ce réseau, c'est une protéine qui s'appelle WT1, également mutée dans d'assez nombreux cancers. Et le rôle de WT1 va être d'ancrer cette enzyme, d'ancrer TET2 au bon endroit. Donc il va servir de guide pour pouvoir savoir où est-ce qu'il faut effacer ces marques de méthylation. Et donc ces trois partenaires, finalement, IDH1, IDH2, TET2 ou WT1, vont être responsables de manière coordonnée et complémentaire de la modification de ces patrons de méthylation dans des cellules souches hématopoïétiques et vont donc être capables d'événements dont on pense aujourd'hui que ce sont des événements initiateurs dans ces leucémies en modifiant les patrons de différenciation et en induisant une prolifération rapide. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire pour vous introduire à cette problématique de l'effacement donc, de ces marques de méthylation dans le cadre de la différenciation normale. Il y a également un pendant thérapeutique dont on parlera probablement dans le prochain cours, qui est celui de l'efficacité des agents déméthylants. Un certain nombre de médicaments utilisés dans le traitement de cancer et de leucémie en particulier sont ce qu'on appelle les agents déméthylants comme l'azacitidine. Et vous voyez que cette azacitidine, elle va avoir pour fonction de détruire la protéine DNMT1. Et donc l'effacement de DNMT1 va progressivement conduire à un effacement des patrons spécifiques de méthylation dans ces tumeurs. Alors, je vous ai dit, revenons maintenant à IDH1 et IDH2. Donc, je vous ai dit que c'était des protéines, des enzymes qui étaient fréquemment mutées dans de nombreuses tumeurs. Et donc, c'est le cas en particulier d'un certain nombre de tumeurs du système nerveux central, comme par exemple des gliomes, des leucémies, beaucoup de types de leucémie aiguë myéloïde, mais également d'autres maladies où ça a été rapporté de manière moins fréquente, comme des cancers de prostate, des leucémies aiguës lymphoïdes ou d'autres types de cancers. Donc on est là en présence d'une anomalie génétique importante, très pléiotrope dans ses cibles, et qui va toucher, comme on va le voir, les processus de différenciation. Donc il y a eu beaucoup de travaux dans ces 10 dernières années, depuis la découverte de ces mutations, et ils sont tous concordants dans le sens où l'expression de ces mutants IDH1 ou IDH2, par l'intermédiaire de la formation du 2-hydroxyglutarate, va conduire à des arrêts de différenciation dans de très nombreux types de cellules primaires, et on va voir quelques exemples de ça. Et donc on a un rôle absolument clé du 2-hydroxyglutarate, qui en fait va pouvoir mimer l'effet des mutations géniques. Et donc dans un certain nombre de systèmes ex vivo, on a pu mimer l'effet de la mutation par l'administration de cet oncométabolite. Si on fait pousser ces cellules en présence de 2-hydroxyglutarate, eh bien, elles vont présenter les mêmes anomalies, le même blocage de différenciation, la même induction de prolifération. Et évidemment, et c'est un des points clés du cours de cette année, on va voir que cet effet des mutations IDH1 ou du 2-hydroxyglutarate va être au moins en partie réversible, et au moins dans les modèles de leucémie, on va pouvoir avoir des effets tout à fait marquants de l'inhibition pharmacologique de ces enzymes, avec des résultats cliniques qui sont déjà intéressants. Alors, j'ai choisi pour vous quelques figures des papiers Princeps qui ont permis d'arriver à ces conclusions. Donc ces mutations de IDH1 ou IDH2 vont induire un phénotype d'hyperméthylation et de sous-expression. Donc vous voyez ici une analyse tout génome de la méthylation de différents leucies dans le génome. Et vous voyez qu'en présence d'une mutation IDH1 ou IDH2, on va avoir un énorme excès de gènes méthylés
par rapport au sauvage. C'est ce qu'on appelle un volcanoplote, et vous voyez qu'il est très largement déséquilibré, traduisant le fait que des mutations de ce gène vont avoir un effet sur la méthylation, et ceci peut se voir également, si ma mémoire est bonne, dans des modèles de différenciation neuronale où là le déséquilibre est encore plus frappant. Alors ces modifications de méthylation vont être associées à des différences dans la différenciation hématopoïétique, et ce qu'il faut voir ici, c'est l'accumulation de cellules exprimant le gène KIT, qui sont des progéniteurs. Et vous voyez que lorsque l'on exprime des formes mutantes de IDH2 ici, ou qu'on inactive l'expression de TET2, on va accumuler ces progéniteurs. Et on peut même aller jusqu'à des formes plus raffinées de détermination de progéniteurs, donc s'approcher des cellules souches hématopoïétiques. Et vous voyez que dès qu'on touche à cette machinerie d'effacement de la méthylation des cytosines, on va avoir une accumulation de ces cellules souches, telles qu'on peut les voir sur ces tris. Alors, ceci va se traduire par un déficit dans le premier métabolite, vous voyez, de cette marque d'effacement, qui sont les 5-hydroxyméthylcytosines, qui sont testés ici, qui sont quantifiés ici. Donc plus c'est noir, plus on a de ce dérivé qui va être le prélude à l'effacement des marques de méthylation. Et vous voyez que lorsqu'on a une mutation de IDH1, ou l'une ou l'autre des mutations inactivatrices d'IDH2, eh bien, on a une quasi-disparition de ce métabolite, traduisant le fait qu'on a interrompu le processus d'effacement de ces marques au niveau du premier métabolite. Et donc, ces anomalies vont conduire au développement de leucémie à condition que l'on les double d'un autre oncogène, comme l'activation de RAS ou l'activation de FLT3. Et donc on retrouve ici la notion que je crois que j'avais développée dans le cours de l'an dernier, qu'on est ici en présence des événements d'initiation de la leucémie, du premier événement, qui ne suffit pas à donner la leucémie tout seul, mais qui, conjugué à d'autres anomalies qui vont être des anomalies de progression, comme FLT3 ou RAS, vont conduire, au moins dans les modèles de souris, à un développement d'une leucémie fatale. Alors, première expérience, donc rapportée, vous voyez, il y a un peu plus de 6 ans, et qui a été porteuse d'espoir et qui a été l'ouverture finalement de cette grande thématique d'inhibition enzymatique de ces enzymes mutantes. Eh bien, c'est le fait que ce blocage de différenciation des cellules leucémiques, dans ce modèle qui était la combinaison d'un allèle activé de RAS et d'une forme mutante d'IDH2, eh bien, on va pouvoir restaurer la différenciation hématopoïétique avec un inhibiteur de la fonction de cette enzyme mutante, de la même manière que l'on restaure la différenciation avec une inactivation simplement de ce gène. Et donc, ceci suggérait que peut-être qu'en développant des inhibiteurs de ces enzymes, on allait pouvoir avoir un effet thérapeutique. Alors, une autre publication à peu près de la même époque dans Science qui montre cette fois-ci le pouvoir de l'oncométabolite. Donc, si on purifie ce 2-hydroxyglutarate et qu'on le met en présence de cellules, eh bien, ces cellules vont se mettre à proliférer. Donc, la simple exposition à ce composé chimique, qui pour l'instant relativement unique, ce concept au fond de métabolite protumoral, va être capable d'induire dans tous les systèmes qui ont été testés la prolifération rapide de ces cellules. Alors, une autre étude, maintenant, on était dans les leucémies jusqu'à présent, maintenant on va passer à des tumeurs du système nerveux central comme les gliomes. Et ce que cette diapositive veut vous montrer, c'est qu'on a une ségrégation
tout à fait spécifique des tumeurs porteuses de la mutation, qui sont ici en rouge, comparées aux tumeurs qui ne portent pas cette mutation, quand on se fie à l'expression génique. Et quand on regarde maintenant des systèmes de différenciation artificielle, où on va exprimer soit la protéine IDH1 normale, soit la protéine mutante, et même chose pour IDH2 normale ou mutante, on va trouver un effet absolument majeur sur l'acétylation, sur la méthylation, des histones, avec, vous voyez ici, une hyperméthylation induite par la forme mutante de l'enzyme, traduisant donc bien le fait que l'oncométabolite va bloquer l'activité des histones déméthylases. On a la même chose pour d'autres marques d'histones qui, là aussi, vont être beaucoup plus fortes en présence de l'enzyme mutante. Et par immunohistochimie, on va pouvoir retrouver dans ces tumeurs, effectivement, un marquage beaucoup plus fort des formes méthylées, par exemple de l'histone H3. Donc, hyperméthylation des histones qui, en complémentation, en plus, en synergie avec l'absence de déméthylation de l'ADN, va concourir à ce blocage de la différenciation et à l'induction de l'autorenouvellement. Alors, un autre modèle qui touche cette fois-ci à la différenciation, où on va exprimer la forme mutante d'IDH2 et on va perdre la différenciation spontanée en adipocytes, qui est révélée ici par la coloration rouge, différenciation spontanée qui va être perdue, qui va être bloquée donc, en présence du mutant, et ceci va être appuyé par l'expression d'un certain nombre de marqueurs de la différenciation adipocytaire. Et si l'on passe ces cellules en culture, donc après transduction dans des progéniteurs de ces formes mutées ou normales de l'enzyme IDH1, eh bien, vous voyez qu'on va avoir une accumulation rapide en fonction des différents passages en culture de ces formes hyperméthylées des histones. Et ceci donc aussi bien pour la méthylation des histones que pour la méthylation de l'ADN. Et donc cette induction progressive dans des cellules souches de la méthylation des histones et de la méthylation de l'ADN va être responsable de ce blocage de différenciation, en particulier par le blocage d'un certain nombre de gènes maîtres de différenciation, en particulier CBP-alpha, dont on a déjà parlé, qui est une protéine nécessaire à la différenciation adipocytaire. Alors, on continue avec le foie. Là encore, c'est la même chose. Alors, vous voyez, dans des hépatocytes primaires, on va avoir cette espèce de prolifération en boule qui rappelle un petit peu les sphéroïdes dont on a parlé tout à l'heure. Et vous voyez que si l'on exprime des formes mutantes de ces enzymes, eh bien, on va avoir une prolifération maintenant avec adhésion au milieu de culture, donc traduisant la modification profonde de la différenciation de ces cellules. Et dans le cas du foie, ce qui a été montré dans ces travaux publiés il y a 4 ans dans Nature, qu'on a finalement, en présence des mutants d'IDH1 ou d'IDH2, un effacement des marques hépatocytaires et une apparition d'un autre versant de différenciation qui sont des marqueurs biliaires, et que donc cet équilibre, au fond, entre différenciation hépatocytaire et différenciation biliaire est le résultat de la disparition d'une protéine essentielle à la différenciation hépatocytaire qui s'appelle HNF4. Et donc, dans le cas du foie aussi, l'expression seule d'IDH2 ne suffit pas à induire d'hépatocarcinome, mais par contre, en combinaison, encore une fois, avec RAS, IDH2 muté et RAS va favoriser le développement de tumeurs de type biliaire. Et donc le modèle qui a été proposé dans cette publication, c'est en fait un modèle dans lequel la forme mutante d'IDH1
par le blocage de l'expression d'HNF4 par le 2-hydroxyglutarate, va favoriser finalement la prolifération de cellules souches ayant des caractéristiques de différenciation biliaire et donc favoriser ensuite le développement de tumeurs ayant ce qu'on appelle des cholangiocarcinomes. Bon, alors il y a des questions qui ne sont pas encore totalement élucidées dans ces travaux dont vous voyez qu'ils ont explosé vraiment dans ces 5 dernières années, en particulier de comprendre pourquoi le profil des mutations entre celles qui vont toucher IDH1, et on sait que c'est toujours ce codon, cette arginine en 132 qui va être ciblé, mais qui peut être ciblé de plusieurs manières, et le ciblage d'IDH2. Et vous voyez que suivant qu'on s'intéresse aux tumeurs osseuses, aux tumeurs hématopoïétiques, aux leucémies, donc essentiellement aux tumeurs biliaires, aux cholangiocarcinomes ou aux tumeurs du système nerveux central comme les gliomes, vous voyez que la répartition, au fond, de ces différentes mutations est totalement différente. Et la raison pour laquelle tel type de tumeur, pourquoi est-ce que le système nerveux central va être beaucoup plus associé à cette mutation spécifique, l'IDH1, et pas à des mutations qui vont cibler juste un autre nucléotide et conduire à un changement en cystéine. Pourquoi est-ce qu'on a cette spécificité de mutation au sein des différentes tumeurs est quelque chose qui n'est pas encore compris et qui est largement étudié. Alors, autre événement de réversibilité, c'est un argument génétique et qui va donc utiliser un système un peu complexe dans lequel on va avoir une expression dépendante de la doxycycline, donc qui peut être allumée ou éteinte d'un mutant IDH2. On va là encore ajouter d'autres oncogènes pour obtenir une leucémie, des oncogènes bien connus qui vont toucher donc la régulation des gènes OX. Et on va pouvoir obtenir donc une leucémie qui va être transplantable et dont on va regarder la dépendance à l'expression d'IDH2. Et comme vous le voyez ici, finalement, après la deuxième transplantation, suivant que l'on exprime ou que l'on n'exprime pas IDH2, on va avoir une différence extrêmement importante de la présence de cellules leucémiques, de blastes, dans la moelle osseuse, avec, vous voyez, au fur et à mesure de l'évolution, une prolifération de ces blastes, donc développement d'une leucémie quand on a toujours l'expression d'IDH2, et au contraire, une persistance lorsqu'on n'en a plus. Donc ça, c'était une première étude génétique qui suggérait que le maintien de cette activité IDH2 au départ était nécessaire, comme on l'a vu dans le modèle MIC ou comme on l'a vu dans le modèle APC. Et puis c'est là qu'est arrivée la pharmacologie avec le développement d'inhibiteurs. Et on s'est aperçu, par des cribles sur lesquels je ne vais pas insister, qu'en fait cette enzyme IDH, qu'il s'agit d'IDH1 ou IDH2, agit comme dimère. Et on a pu trouver un certain nombre de molécules qui vont en fait déstabiliser ce dimère, qui vont se situer à la jonction entre ces deux protéines, et en se situant à la jonction entre ces deux protéines, elles vont bloquer l'activité enzymatique, et en particulier l'activité enzymatique qui conduit à la formation du 2-hydroxyglutarate. Je crois qu'on a déjà vu pas mal de choses aujourd'hui, donc je vous propose d'arrêter là, et on continuera sur la pharmacologie fine et surtout sur les essais cliniques qui ont été menés dans ces 2 dernières années et qui ont permis effectivement d'objectiver un certain nombre de réponses cliniques objectives et pour certaines prolongées, au moins dans le contexte des leucémies. Et on discutera de savoir pourquoi, au fond, l'effet antileucémique est si marqué alors qu'il est plutôt moins net sur les tumeurs solides. Voilà, on se retrouve lundi prochain. Merci.